Et quand j'explique que je suis noire, je rentre dans un bar, il n'y a plus personne qui parle. Tu comprends très rapidement que tu ne peux même pas faire demi-tour et partir. Je découvre qu'il n'y a pas de confiance. Quand tu es noir, tu ne fais pas confiance à la police et tu n'appelles pas la police parce qu'il y a de très fortes chances que ce soit toi qui te fasses arrêter. C'est ça la réalité aux États-Unis également. Jamais dans ma carrière, je te le dis, Cédric, je ne suis pas achetable. Je n'ai jamais été quelqu'un qu'on peut acheter. Salut à tous, bienvenue dans les belles rencontres de Cédric Centime. Imaginez une petite fille qui vit en Guadeloupe. Elle a des rêves plein la tête, elle rêve grand et personne ne lui a dit que ses rêves devaient être proportionnels à la taille de son territoire. Elle décide donc un jour de partir aux États-Unis pour une année seulement. La suite, c'est vice-doyenne à l'université de Washington et aujourd'hui elle se trouve en Californie où elle vient d'être doyenne dans l'université de Sacramento State. Je vous demande d'accueillir avec moi, avec plaisir, Gladys Francis. Bonjour Gladys. Bonjour Cédric. Alors je le disais, ma première question Gladys, comment on fait pour partir du gosier et se retrouver doyenne dans des prestigieuses universités? On suit, pas sa tête, mais ce qu'on a dans le ventre. On ne suit pas forcément la raison, mais on garde en soi une intuition et on se laisse porter par des choses qui peut-être sont plus fortes que nous, mais on fait confiance en fait à des forces qui sont autres. Alors, d'accord, j'entends, parce que moi, honnêtement, quand j'ai connu le profil de Gladys Francis, il faut dire que c'est la première fois qu'on se voit en vrai, et je suis honoré d'ailleurs, je me suis posé la question, une femme noire, aux États-Unis, déjà une femme, noire aux États-Unis, doyenne Howard. Mon système est un peu buggé, parce que on est quand même guidé par ce qui nous entoure. Il ne faut pas se tromper par la réalité. Est-ce qu'au départ, quand tu pars, tu as cette vision claire, ce plan établi, un peu comme le père des sœurs Williams? Très belle question, Cédric. Pas du tout. Ah. Déjà, c'est un pays qui ne m'intéressait pas plus que ça. Je crois que quand on connaît l'histoire des États-Unis d'une perspective noire, c'est pas forcément un pays qui emballe à se dire bon ben voilà, c'est l'endroit où on va aller et qu'on aura nous un Eldorado. Donc je pars j'ai été invitée à faire de la recherche pendant 9 mois. Ok. Et c'est rigolo. Je ne suis même pas, tu sais, emballée à l'idée de partir pendant 9 mois. Donc j'étais en train toujours en train de calculer, est-ce qu'il y aura mieux? À l'époque, il y avait quelque chose à Sunkist et Nevis. Oui. Et donc j'étais vraiment, tu sais, parce que je suis fondamentalement caribéenne. Et donc, je n'ai jamais mis vraiment l'autre ou les autres territoires en avant. Je fais pas mes études. Là, on est en quelle année, On est dans les années... on est en 2000. D'accord. On est en 2000, je suis invitée à faire de la recherche. Un groupe d'Afro-Américains qui visitent la Martinique à l'époque. Mon directeur de thèse insiste que je fasse cette rencontre avec eux. On le fait et puis ils sont en train de mettre une coopération en place. Et je suis invitée à être parmi cette première cohorte qui s'en va et je suis la seule à m'en aller. Et qu'est-ce qui fait que tu acceptes d'y aller? Parce que tu es caribéenne. Qu'est-ce qui fait que tu dises oui, j'y vais? Je crois que ce sont les personnes qui m'ont en fait invitée. Et je vais te faire sourire. Cet homme, il est toujours dans ma vie. Il est toujours mon mentor. Il est toujours là. Quand j'ai un bobo, quand j'ai des doutes ou autre, c'est toujours cette personne que j'appelle. Et c'est marrant, il a toujours été là pendant toute ma carrière et jusqu'à aujourd'hui, il l'est toujours. Et je crois que c'est lui, parce qu'en fait, il me regarde et il me dit de venir. Et quand il me regarde et il me dit de venir, je sens qu'il y a il sait ce que je ne sais peut-être pas. Tu sais, quand on regarde un jeune dans les yeux et qu'on lui dit que tu as des capacités, que tu peux, que tu... Et voilà, c'est cette personne qui me dit, voilà, trust me. Et alors, trust me, follow me. Comment ça se passe quand tu arrives Tu étais où déjà quand tu es arrivé? Oh là là, tu sais, les personnes s'imaginent toujours que j'arrive dans un truc C'est ça intéressant. J'arrive dans le Midwest américain. J'arrive en Indiana et tu sais qu'à l'époque, il n'y avait pas, tu sais, Internet comme aujourd'hui. Je regarde sur une carte
Et je vois que c'est juste à côté de Chicago. Donc je me dis, ah ok, là, tous les week-ends, tu vois, Ouais. ça va être sympa. Mais en fait, j'arrive et c'est un champ de maïs après un champ de maïs, après un champ de maïs, après un champ de maïs, après un champ de maïs. Je suis au milieu de nulle part, dans le Midwest, en plein dans l'état de l'Indiana. Un état où je comprends très très vite, tu sais, je le dis souvent, quand j'arrive aux États-Unis, je deviens noire. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Ouais. C'est une vraie réalité, ça. C'est une réalité. Et quand j'explique que je suis noire, je rentre dans un bar, il n'y a plus personne qui parle. Tu comprends très rapidement que tu ne peux même pas faire demi-tour et partir, hein. Tu marches à reculons pour partir. Ou tu rentres dans un fast-food pour te faire servir, et quand tu arrives, ben, le caissier il change de caisse. Et il appelle la personne qui est derrière toi pour prendre sa commande. Être noir, c'est comprendre que quand tu passes sur un trottoir et que tu as un autre noir qui te voit et qu'il hoche la tête, tu comprends que c'est parce que tu es noir. Donc il y a quelque chose qui s'opère, tu sais, quelque chose d'endémique comme ça qui s'opère quand tu arrives, je suis noir. Le reste n'a aucune importance. Française, ah ouais, guadeloupéenne, pas même parler de ça. Je suis noire. Et il n'y a que ça qui détermine plein d'interactions que j'ai. Je suis dans ma salle de classe, je suis devant, hein, devant la table, Ouais. les étudiants qui parlent. Il n'y a pas moyen pour eux de s'imaginer que cette femme noire soit le prof. Impossible. Pourtant sapé, tu vois, et tout. Non, Ouais. impossible. Et je constate également que je suis la première personne de couleur que ces étudiants ont de leur vie. Ils ont fait l'école maternelle, le primaire, le collège, le lycée, ils arrivent à Mais on est l'université. quand même en 2000, hein. Bien sûr, On n'est pas à l'Inquisition, on est en 2000. absolument. Mais tu sais, jusqu'à il y a encore 4-5 ans, les États-Unis avaient encore des proms ségrégés, où tu avais des proms où les Noirs ne sont pas acceptés. On a cette vision, tu sais, les gens parlent énormément du contexte politique actuel, mais c'est pas si étranger pour moi, tu sais, de voir ce qui se passe aujourd'hui. Je te dirais, Cédric, que quand j'arrive en Indiana, j'ai toute ma créativité qui meurt. Parce Oh. que finalement, j'arrive, mais je suis autre. J'arrive, je suis étrangère. J'arrive, je suis noire. J'arrive, c'est pas le melting pot qu'on s'imagine. Donc, tu as l'association des Asiatiques du Nord. Tu as l'association des Asiatiques du Sud. Les gens vivent à côté les uns des autres, mais se mélangent pas forcément. Et donc, tu vois, je perds ma voix. Je raconte ça souvent, que j'arrive, tu sais, j'étais danseuse, j'étais, tu sais, quelqu'un dans le milieu associatif. Tout, c'est comme si, tu vois, toute ma créativité, elle mourait au fur et à mesure que j'étais dans cet espace-là. Et pour moi, il était question de se retrouver, de retrouver sa voix. Parce que du coup, tu sais, je suis dans un bureau, j'ai peur de sortir. Je suis vraiment, tu sais, La famille, le choc. Ah ouais, le gros choc. Donc, mon arrivée aux États-Unis n'était pas, tu sais, le waouh, ouh, quand il fait, tu vois, liberté. Ou... Ouais. Parce que j'étais quelqu'un de très libre ici. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu ne prennes pas tes clics et tes claques et que tu dises pas ciao, bye bye? Ah, Cédric, je voulais pas rester, donc j'arrive, mais c'est l'État qui fait ça, c'est l'État, c'est l'Indiana qui fait ça. Tu sais, l'Indiana, c'est le fief du Ku Klux Klan. Il est né là, le Ku Klux Klan. Je faisais la navette, c'était tellement... Il n'y a pas de diversité, je décide de vivre en Indianapolis, donc je faisais la navette, 45 minutes de voiture, tu vois, je le faisais, juste pour être dans une ville plus dynamique, avec plus de diversité. Puis tu sais, je fatigue. À un moment, ça fatigue. Ouais. Et donc, j'ai un camarade de classe qui me dit, oui, tu sais, ma copine, elle s'en va. Est-ce que tu veux voir l'appart? Puisque bon, y a sa chambre qui va se libérer. Je veux voir la maison, truc super. À l'étage, tu vois, une maison 2 étages, l'étage, super, plein de lumière, les pièces et tout. Je lui dis, waouh. Je lui dis, ah ouais, j'adore, qu'est-ce que je dois faire? Il me fait parler au propriétaire. Le propriétaire, il est emballé à l'idée qu'une Française remplace une Française.
il passe 6 mois de l'année au nord du pays et les autres 6 mois, il rentre en Indiana, chez lui en bas. Ouais. Et donc, on se parle au téléphone. Je te fais la version courte de cette histoire. Je rentre dans cette maison, je m'installe, j'aménage, je donne mon chèque à mon coloc qui lui envoie nos chèques. Et puis arrive le moment, tu vois, plusieurs mois plus tard, où ce propriétaire, il arrive Tu le rencontres. chez lui. Ouais. Et il me rencontre pour la première fois. Et il était choqué. Pas une fois, pas une seconde, une minute. Il s'est dit que cette Française, elle est noire. Et je n'oublierai jamais, tu sais, Cédric, le moment où il ne me parle même pas, il parle en fait à mon colocataire, il ne m'adresse même pas la parole. C'est le truc le plus bizarre au monde. J'étais tellement naïve, j'étais jeune, tu sais, j'avais à peine 20 ans, j'étais jeune. Donc, je réalise même pas que ça, c'est problématique en soi. Je fais encore plus court. Arrive le moment où mon colocataire s'en va pour faire de la recherche en Allemagne. Et on recherche ensemble un nouveau colocataire pour prendre sa chambre. Je fais encore plus court. Ce nouveau colocataire se lie d'amitié avec mon propriétaire. Et je fais encore plus court. Un soir, je fais à manger, je suis au téléphone avec une amie, on parle, je fais à manger, tu sais, il n'y a pas encore les trucs, machin. Et puis, je dépose le téléphone, je vais remuer mon truc, tu vois, sur la cuisinière. Et puis, j'entends, tu vois, un bruit bizarre, je regarde. Et ça a été très, très vite. Je vois, au fond, mon propriétaire qui casse une bouteille de bière contre le mur. Ça a été très vite. Et je me retrouve contre le mur, tu vois, du salon. J'avais les pieds qui, tu vois, ça a été très, très vite. Je ne peux pas te dire... Il t'a agressé? Oui, qui a tenté de me tuer. Et je revois mon colocataire en fond, mais tu sais, ça devient tout sombre, hein, qui lui dit « Kill that Negro. Kill her. Kill that Negro. » Et je fais encore plus court. Je me retrouve par terre, j'ouvre les yeux, tu vois, je suis mal, j'avais des bleus partout, j'avais mal, tu sais, et tout au cou. Et je me traîne et j'entends la voix de mon amie au téléphone. En fait, c'est tout le bruit qu'elle a entendu. Elle a appelé la police. C'est le bruit qu'il a entendu, le propriétaire, qui fait qu'il m'a lâché, qu'il est parti. Je fais encore plus court. Je m'enferme je me traîne et je m'enferme à clé dans ma chambre, Cédric. Et quand la police arrive, la police ne vient même pas me demander si ça va, si vous allez bien. Ils sont en train de rire avec mon propriétaire et mon colocataire. Je les entends. Tu sais, tu pleures. Tu pleures parce que tu as peur. Tu pleures parce que tu te dis, mais Hollande il est là. Tu sais, tu vis, c'est comme dans un monde, tu sais, quelque chose de complètement paranormal. Et j'ai rappelé la police. J'ai refait mon 911, tu vois. Et mes amis qui arrivent d'Indianapolis, qui arrivent également, et qui me disent, tu attends, tu restes là et tu attends. Et mes amis sont noirs. Et je découvre qu'il n'y a pas de confiance. Quand tu es noir, tu ne fais pas confiance à la police et tu n'appelles pas la police parce qu'il y a de très fortes chances que ce soit toi qui te fasses arrêter. C'est ça la réalité aux États-Unis également. Et pour aller vite en besogne, quand ce deuxième groupe de policiers arrive, prennent ma déposition, etc. et tout, moi je demande, qu'est-ce que vous... Tu t'attends, tu sais, à ce que quelqu'un se fasse arrêter, que rien, absolument rien. Et je vais encore aller plus vite, Cédric. Ce qui fait mal, c'est même pas que ça se soit passé. Ce qui fait mal, c'est que c'est quelqu'un, mon colocataire, il est aussi étudiant dans la même université que moi. J'ai peur d'aller au campus. Je me demande, mais comment je peux rester dans cette maison? Je peux pas, je suis pratiquement sans abri, tu sais. Donc, je vais chez des amis. J'ai peur d'aller au campus, peur d'aller également en cours. Et je me rappellerai toujours de mon doyen qui je lui explique, je lui dis ce qui s'est passé. Parce que tu recherches justice, tu recherches... Je ne sais même pas si c'est de la justice que je recherchais à l'époque ou si c'était juste
de me sentir protégée et qui ouvre son ordinateur et qui regarde l'écran et qui me dit qu'il est choqué qu'un jeune homme qui a 18 de moyenne puisse faire une telle chose avec une discipline aussi compliquée. C'est un garçon intelligent. Comment il était... Et tu sais, tu es là et moi je me dis, mais moi aussi j'ai 18 de moyenne, mais qu'est-ce qu'il me dit, le monsieur? Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi? Et tu sais, j'étais tellement fragilisée, j'étais jeune, que j'ai plié mes clics et mes claques. Ok. Et je rentre en Guadeloupe. Ok. Et je rentre en Guadeloupe brisée, cassée. J'avais même pas les mots pour dire à ma mère ce qui m'était arrivé. J'étais rentrée et tu sais, pendant très longtemps, j'avais la voix, tu sais, puisque mon larynx était, enfin, j'étais dans un piteux état. Oui. Et donc, maman ne sait même pas ce qui s'est passé. J'ai pas les mots, je peux même pas lui expliquer. Tu sais, tu as la peur, la honte, mais plein de choses qui se passent en toi. Je dis tout le temps, hein, les victimes du trauma, c'est quelque chose, on parle. Le trauma ne se dit pas, tu sais, j'en parle aujourd'hui avec, tu sais, le recul de plus de 20 ans, mais à l'époque, je ne pouvais même pas en parler, tu vois. Et, excuse-moi, je suis un peu émotive. Ouais, c'est normal. Mais je comprends à ce moment-là, après 4 mois passés en Guadeloupe, où on me dit que je suis surdiplômée, parce que tu sais, tu te dis, bon, je reste. Non, donc je vis ce qu'on vit. Ouais. Je vis ce qu'on vit souvent aux Antilles. Bon, en fait, tu n'es quelque part nulle part chez toi, nulle part la bienvenue. Incroyable, hein, c'est incroyable. Et je prends la décision, Cédric, de partir, de retourner exactement où j'étais. Et je le fais en me disant que si je ne le fais pas, que j'allais fuir toute ma vie et qu'il fallait que je le fasse. Et donc voilà comment je me retrouve à partir de nouveau en Indiana, où j'avais vécu des choses atroces. Hein. Mais je retourne, et je le dis souvent, quand retourner là, bandé. Ouais. Je retourne en me disant que personne ne me refera quelque chose pareil et que je retourne avec je ne sais pas où j'ai trouvé cette force, où j'ai trouvé cette voix, mais je peux te dire une chose, Cédric, c'est que la femme nègre-marron là, tu sais, la femme que j'étais devenue à ce moment-là, ben, elle n'a jamais cessé de courir, jamais cessé de demander justice pour les autres, jamais cessé de faire, tu vois, d'avoir en fait un prisme sur l'équité, sur l'inclusion. Ça ne m'a jamais lâché. Et donc, voilà comment je retourne en Indiana. Et voilà comment je décide de débuter ma carrière. J'avais des offres d'emploi pareil. Hein, c'est toujours tout c'est des stratégies. Tu vois, j'étais prête. Hein, j'avais fait mon doctorat. Je suis prête. Je sais que je suis prête. J'ai les 250 livres en paré, tu vois. Je suis prête à aller sur le marché de l'emploi et tout. Et mon directeur, il me dit, ah ouais, pas paré. Et moi, je lui dis, mais Kabouara, dis-moi là, tu vois. Je ne vais pas passer encore j'ai tout lu, j'ai pas compris. Jusqu'à ce que tu comprennes, en fait, que tu sais, quand on est nombreux pour très peu de postes, toi, tu vas privilégier, tu vois, tes poulains. Ouais. Et en fait, moi, j'étais pas le poulain du monsieur, tu vois. Le monsieur avait des aspirations pour d'autres personnes. Et donc, le monsieur me dit, ah ouais, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce qu'il me fait là, tu vois. Et là aussi, il fallait de l'audace. Il fallait... et ça, je le dois peut-être, tu sais, à la famille que j'ai, aux femmes qui ont été dans ma vie, aux personnes que j'ai eues. J'ai des femmes très fortes dans ma famille, tu vois. Et je leur dois peut-être ça. Que quand on me disait non, je disais pas « Ah ben d'accord ». Je questionnais, tu vois, je me disais « Est-ce que c'est non ?» Parce que et je demandais pourquoi non. Et si j'avais pas de réponse juste ou tu sais, des réponses qui faisaient sens, ben je faisais un défi, tu vois. Et ça a toujours été moi. Et donc, je vais sur le marché de l'emploi. Tu imagines, hein, j'ai pas le soutien, tu vois, de ce monsieur. C'est ça. Eh ben, figure-toi que j'ai eu 9 offres d'emploi quand les camarades, hein, les poulains, n'ont rien eu. Et qui ne pouvaient rien me dire, le monsieur. Et me voilà, tu vois, avec 9 interviews, tu vois. Non, j'ai eu 9 interviews et 7 offres d'emploi. Quand tu dis des interviews, c'est quoi? Alors, tu sais, quand tu
quand tu es prêt à rentrer, à devenir prof, il y a une grosse conférence qu'on appelle le... Mais il y en a d'autres, hein. Tu y vas et puis tu envoies tes dossiers, tes évaluations de tes salles de classe, les lettres de recommandation, ta lettre comment ça s'appelle, de motivation. Oui. Et puis ils évaluent, le regardent, et puis s'ils te trouvent intéressant, ben, ils te disent ok, on vous accorde un entretien de 40 minutes. Et puis, tu sais, c'est à la chaîne, hein, donc tu te retrouves un peu, tu sais, comme à l'abattoir. Ouais, tu vois tout le monde passer. Tu vois, c'est un peu impressionnant. C'est vraiment ça. Ouais. Et tu réalises aussi qu'on est très, très peu de ma couleur dans l'espace. Et donc, c'est soit dans cet espace bien, bien grand, large, bien ouvert, ou dans des chambres d'hôtel où tu vas et tu parles à un comité, et puis voilà. S'ils t'aiment bien, ils t'invitent sur leur campus. Donc, c'est la deuxième étape. Et puis, quand tu as cette deuxième visite, elle est un peu plus longue, c'est peut-être une journée ou une journée et demie, et tu rencontres le comité, tu rencontres des étudiants, tu vois, tu as plusieurs étapes, et puis tu attends. Ouais. Tu rentres chez toi, tu reprends l'avion, et puis tu attends. Et donc, à l'époque, je m'en souviendrai encore, c'est l'année où Aimé Césaire il est décédé. Oui. Je reçois... 7 offres d'emploi. 7 sur 9 7 sur 9. Ouais. Et là, tu choisis. Et là, je choisis. Et, gosh. Ben, tu vois, Cédric, pareil. Ce pays m'avait déjà tellement modelé d'une manière, hein, tu sais. J'avais tellement été dans le courri panier saison que je ne choisis pas les Ivy League. Ouais. Du tout. Je choisis la petite école pour femmes qui est dans le sud des États-Unis. Tu sais, le vieux sud. Okay. Je vais en Géorgie. Les gens te diront, tu vois, tu as le Southern Belt. Et c'est les endroits les plus, tu vois, où tu as le plus de conservatisme. C'est l'Amérique profonde. Et voilà où je décide d'aller, quoi. Parce que, pareil, hein, donc je vais visiter les différentes écoles, je fais mes interviews et tout. Et puis, waouh! J'arrive là et je vois quelque chose de différent où tu sens qu'il y a un manque, où tu sens que ces personnes-là ne t'attendent même pas ou ne s'attendent même pas à te voir. Ouais, tu sens que même les étudiantes qui te rendent compte qu'elles n'ont jamais eu, elles, étudiantes noires, de profs noirs, que je suis même une anomalie parce que j'ai un doctorat et que je suis noire, et elles ne comprennent même pas que je visite cette institution-là. Et voilà comment je choisis cette institution pour débuter ma carrière. Et je débute ma carrière, Cédric, dans une institution qui a été basée, comme beaucoup d'écoles, hein, beaucoup d'universités aux États-Unis, sur des principes du Ku Klux Klan. Donc même le nom chaque classe d'étudiantes qui arrive est nommée après une couleur du Ku Klux Klan, donc les Golden Knights, the Green Knights. Enfin, tu vois, je dis tout le temps, on peut peut-être pas contrôler l'histoire qu'on a eue, mais répéter des traditions racistes, suprémacistes blanches, ça c'est autre chose. Ouais. Et donc, perpétuer quelque part. Tout à fait. Et donc je me retrouve dans ça, et je me rappelle un jeudi, un jeudi matin, une étudiante qui vient me voir tout affolée parce que le soir, la veille, on l'a sortie de son lit, on lui a mis une corde au cou et un chapeau, une sorte de capuche sur la tête, et on l'a sortie de son lit comme ça. Donc il y avait encore des pratiques. Hein, comme ça. Des pratiques. Et tu te rends compte, elle était troublée, heurtée, elle s'est sentie violentée parce qu'elle est noire. Et que mettre une corde au cou à un noir au XXIe siècle, mais c'est quoi ce délire? Et donc, moi, je me dis, mais quoi? Qu'est-ce qui t'est... Donc, ça y est, je regroupe d'autres profs et tout. En effet, ça s'est passé, mais il y en a plusieurs qui ont vécu la même chose. Et on nous dit, très rapidement, vous savez que c'est la récession.
Et donc? Et quand on te dit, est-ce que vous comprenez que c'est la récession? Ça veut dire que si vous voulez continuer à faire du bruit, etc., on peut vous laisser partir. Parce que Ouais. le budget est serré, c'est la On ne vous récession, retient on ne pas. vous retiendra pas. Et donc, tout le monde s'est tu. Tout le monde s'est tu. Et là, j'ai compris autre chose. J'ai compris que finalement, dans le système académique, il y a des jeux de hiérarchie, des jeux de pouvoir, et que même des professeurs, hein, on peut acheter le silence, on peut être silencieux pour différentes raisons, que quand tu commences, il y en a beaucoup, hein, qui vont aller dans le sens du courant, qui vont pas Et déranger. ça aide vraiment à évoluer, ça. Ça dépend qui on est, tu vois, ça dépend qui on est et ce qu'on veut. Il y a des gens qui sont carriéristes et qui sont carriéristes à tout prix. Il y a des gens qui sont carriéristes et qui ont peu d'intégrité. Je peux te dire, Cédric, que même moi, étudiante, j'ai jamais été la lèche-cul, j'ai jamais été, tu vois, il bon, il pas bon, tu vois. Si bon, note en moins, si pas bon, tu vois, je vais pas aller, tu vois, j'ai jamais été, j'ai toujours été quelqu'un d'intègre. Et donc, jamais dans ma carrière, hein, je te le dis, Cédric, je ne suis pas achetable. Je n'ai jamais été quelqu'un qu'on peut acheter. Je n'ai jamais manqué à mes valeurs, tu sais, jamais. Et donc, c'est là que je comprends qu'en fait, il faut que je sois dans l'administration. Pour changer les choses un peu, ouais. Que si tu veux changer des choses dans le contexte du système académique, qu'être prof ne suffit pas, en fait. Et je change d'institution. Et tu sais, ces jeunes filles que j'ai eues, je suis restée 3 ans dans cette institution. Je suis toujours en contact. Avec elles, Ouais, il y en a qui ont des enfants, ils ont déjà acheté case, ils ont maillé, enfin, tu vois. C'est, et c'est la personne que je suis. D'accord. Tu vois. Et quand alors justement, tu décides d'aller dans l'administration, c'est ça qui t'amène vers Howard. Ah là là, j'ai bougé beaucoup avant. Ah ouais? Ah ouais, quand même, ouais. Je pars en Pennsylvanie. Je refais un retour en Géorgie, mais cette fois, je suis à Atlanta. Et je voulais retourner à Atlanta parce que tu sais, c'est une ville noire, mais c'est une ville noire jeune. Tu sais, il y a beaucoup de talent, de créativité à Atlanta. Pour ceux qui sont au fait du jour, ils te diront que le nouveau Hollywood, c'est Atlanta. Beaucoup de films s'y font. Et puis tu as cette jeunesse, hein, donc tu as beaucoup de jeunes noirs qui font des choses épatantes. Si tu es dans le monde de la coiffure, dans le monde du maquillage, tu vois, et tout, ça bouge. C'est Atlanta. Ouais. Donc Atlanta est connu, tu sais, pour sa vitalité noire, mais aussi son activisme. Et donc, je retourne volontairement à Atlanta. J'y reste 10 ans. Et je t'assure que c'est pour moi, si quelqu'un me demande where is home in America, c'est Atlanta pour moi. Et pourquoi tu pars? Je pars parce qu'on me court après. Je pars parce que je suis dans mon institution à faire ce que je dois faire. Je crée un centre d'études noires. Enfin, je fais des choses intéressantes. Je suis très heureuse, en fait, à Atlanta. Et j'ai des Ivy League qui viennent me voir, tu vois, fréquemment. Genre, moi, tu sais, on va. Tu sais, on va. Ouais. On va avoir un poste qui devrait t'intéresser et tout. Tu devrais postuler. Et puis, je suis tellement bien à Atlanta. Et tu sais, je ne suis pas carriériste comme ça, parce que je ne suis pas l'argent. Ce que je suis, ce sont les missions et les enjeux, tu vois, je suis quelqu'un, c'est ça qui me pousse et qui me porte, tu vois. Il y a des gens qui courent après les titres, après l'argent, après tout ça, ça n'a jamais été moi. Je suis vraiment, moi, quelqu'un qui... Je veux avoir un impact, faire un impact, je veux, pour moi, une vie que tu vis pour toi, ça n'a aucun sens. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce que je peux donner et comment je peux œuvrer, en fait, à changer le monde. Et donc, je dis non, 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 non. Et il me court après pendant quand même 4-5 ans. Et puis, je dis non, 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 ça ne m'intéresse pas, je suis bien. Et je te parle de salaire triple, hein, le salaire que... Ouais. Non. Et puis... arrive le moment où des collègues me disent qu'il y a Howard.
Ils me disent non, tu dois absolument postuler pour Howard, tu dois le faire. Des Mais, collègues. mais Howard a quoi de particulier? Alors, tu sais, quand je suis à Atlanta, je travaille beaucoup avec des universités historiquement noires. C'est ce qu'on appelle les HBCUs. Les HBCUs sont intéressantes parce qu'elles prennent naissance quand il y a la ségrégation aux États-Unis, quand les Noirs ne peuvent pas accéder à l'école. Donc, les Noirs vont créer leur propre système éducatif pour pouvoir éduquer les Noirs. Et donc, voilà comment naissent au 19e siècle les HBCUs. Et donc, Howard, alors quand je suis à Atlanta, je travaille beaucoup avec d'autres HBCUs qui sont à Atlanta, donc Spelman, qui est pour les femmes noires, et Morehouse pour les hommes uniquement. Et puis il y a Clark Atlanta, c'est mixte, mais qui sont en fait à Atlanta. Et tu sais, je vais te dire quelque chose, ces femmes de Spelman, on les appelle Spelman Women, c'est la manière dont elles te serrent la main, dont elles te parlent, comme elles se présentent. Mais tu sais, c'est le ba, 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 ba. C'est hey, how are you doing? Oh, good. Non, non. C'est la conversation, il y a un truc. Et donc, j'ai toujours eu, tu sais, ce petit truc pour les HBCUs à me dire, mais il y a un truc qui se passe là, tu vois. Parce que tu les rencontres, et moi, j'ai jamais connu ça. Tu sais, des étudiants qui te parlent la tête haute. Tu sais? Ouais. Tu te dis, il y a un truc. Il y a quelque chose. Ouais. Et donc, on me dit Howard, j'ai fait bon. Ouais. Et puis j'ai dit OK. Et donc, je me remets sur le marché de l'emploi. Et après, quand même, une dizaine d'années, tu sais, à être tellement bien où je suis. Et là, je me retrouve dans la même situation que quand je débute ma carrière. J'ai des Ivy League. Et parmi ces Ivy League, il y a Howard, qu'on appelle la Harvard noire. Ouais. Moi, j'aime bien dire que Harvard, c'est la Howard blanche. Ouais. Vraiment. Et donc, c'est la dernière institution que je visite. Pareil. Et ce sont les étudiants qui m'ont eu. Ok. J'arrive, tu sais, incognito, un jour avant mon arrivée, ils m'attendaient. Ouais, j'avais, tu sais, ma casquette, mes baskets, mon jean. Ouais. J'arrive, tu vois, incognito. Et waouh! C'était les étudiants. C'était les étudiants. C'est ce truc que les HBCUs font qui est tellement unique. Et donc, j'ai choisi Howard. Mais le truc, c'est que je sais que je ne vais pas rester à Howard. Tu sais, parce que à la même période, j'ai déjà des postes de vice-provost. Donc, vice-provost, c'est les vice-présidents d'université. J'ai déjà ces postes-là, tu vois. Et donc, Howard, c'est un poste de vice-doyenne. Et donc, je choisis, tu vois, parce que, pareil, je ne choisis pas l'argent, je ne choisis pas les titres. Tu choisis un ressenti. Donc, je choisis, en fait, le poste avec le plus, tu vois, le titre le plus bas, quoi, parmi les offres que j'ai. Et à l'époque, j'en avais 4. Et donc, je choisis Howard. Et pour moi, je suis là pendant 2 ans, 2, 3 max. Mais je suis là pendant 2 ans. Et j'ai une mission très claire au niveau de l'internationalisation de Howard, parce qu'elle est très célèbre, mais au niveau des structures pour l'international, il y avait tout un travail à faire. Donc, je vais pour ça. Et donc, voilà comment je me retrouve à Washington, D.C. Et tu fais combien d'années là, Howard? Alors, je passe 3 ans. Tu vois. En Bayo, on est des plus. Quand pas t'es supposé Bayo, tu vois. Mais je le fais avec véhémence. Je le fais avec énormément de déférence. Je le fais... et tu sais, les gens me disent Howard, mais en fait, c'est pas Howard. Howard ne m'a pas fait. Tu vois, le travail que j'ai fait. Ouais, avant, il y avait un gros parcours. J'ai un gros. Ouais, voilà. Tu veux, pour moi, tu sais, j'ai même effectué davantage de choses avant Howard. Et c'est tout ce que j'ai. Le travail, il se faisait déjà. Tu vois, j'arrive à Howard. Je pense que c'est pour ça que j'ai eu le poste. J'arrive à Howard, j'avais déjà un profil qui était vraiment conséquent pour. Alors, Gladys, Moya, je t'écoute parler. Effectivement, pour moi, tu es un modèle, vraiment un modèle
Modèle de femme qui, par rapport à tout ce que tu m'as dit, qui m'a donné d'ailleurs la chair de poule, parce que j'étais à des lieux de me douter que c'était aussi violent. La femme que tu es, quelle place la vie sentimentale a dans cela? Oh Est-ce que là tu là. mets ça à côté? Parce que, attention quand même, Ouais. c'est du lourd. Est-ce que tu Ouais. mets ça à côté? Ou est-ce que tu es du genre qui même me suivre, tout simplement? Ah là là, on ne m'a jamais posé cette question, Ah ben je la Cédric. pose, voilà. Ah C'est les là belles là, rencontres de Cédric Santi. c'est une excellente question. Je crois que pendant très longtemps, la difficulté pour moi, ça a été de trouver quelqu'un qui ait confiance, tu sais, parce que tu sais, Oui, il faut oui, pouvoir être bien dans sa peau pour oui. pouvoir comprendre. Effectivement, quand on est une femme qui réussit, une femme qui est forte, une femme qui est brillante, donc c'était pas si évident. Pas évident du tout, hein. Je crois que je passe, messieurs, regardez-moi ça là, mais c'est parce que tu vois, c'est ça, c'est moi t'as vu là, ça fait quand même 4 semaines que je suis partie. Tu vois, Ouais, j'étais en Afrique du Sud, enfin, ouais, j'enchaîne avec Paris, j'enchaîne avec Nantes, j'enchaîne avec le Maroc, là je suis en Guadeloupe, je suis pas encore rentrée, tu vois, ouais. en Californie, et puis donc c'est 5 semaines parties. Donc tu vois, oui, ça demande quelqu'un qui a beaucoup de confiance. Je crois que le moment où moi, on essaie de m'enfermer ou de me contraindre, hein, le moment où j'ai le sentiment de ne pas être libre, je ne peux pas être heureuse, tu sais. Euh, Est-ce que donc, toi, tu as peut-être de par ton parcours, est-ce que tu as ouais. cette faculté aussi à laisser l'autre libre aussi? Ah non, moi, alors s'il y a quelque chose que je peux te dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un de possessif. Parce que je crois en ça. Je crois au pouvoir de libérer l'autre aussi. Tu vois, je Hmm, crois en. Moi, je trouve ça fabuleux, tu vois, de pouvoir dire à la personne que tu aimes, mais vas-y, tu vois, saute. ouais, Saute, vas-y, tu vois, et je serai là, tu vois, si tu tombes, ouais, je serai là, je vais te rattraper. Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de force et de beauté à dire à l'autre que je t'aime et je t'aime suffisamment pour te dire que tu es libre. ouais. Et je crois que c'est la plus belle des choses en amour. Ouais. Et est-ce que tu m'as parlé au début de choses qui nous entourent. Est-ce que tu es croyante? Mhm. Est-ce que tu es croyante religieuse ou croyante univers, source? Tu crois en quoi, en fait? Ouais. Alors moi, je suis très spirituelle. Je crois que alors j'ai grandi, j'ai été baptisée catholique. Ouais. J'étais, je crois, quand même à une période de ma vie en TVFSR. En TV, Oh, carrément. Ah ouais, en Cadio. Red Redou. Ah bon, Et, d'accord. donc, très croyante, très chrétienne. Et puis, tu sais, très curieuse, qui questionne Oui, énormément. Moi, c'était, tu sais, mon cas dit, ouais, là, témoin de Jéhovah qui vient à casa, moi, pas ni tambayo. C'était le contraire, hein. Moi, j'adorais un débat, philosopher. Donc, tu vois, c'était ouais, le contraire. Mais comment vous interprétez telle et telle chose? Enfin, j'ai toujours été curieuse comme ça. Et donc, j'ai tout lu. J'ai lu la Torah, la Korah, tu vois, le Coran, pardon, je parle en anglais. Le Coran, la Bible, enfin, je lis, tu vois, je ouais, suis friande de lecture, mais aussi très critique. Et donc, je regarde un texte comme chez Kenta Diop, tu vois, comment comprendre, tu vois, Marcus Garvey, Kenta Diop, Frantz Fanon, etc., au vu de le marxisme, etc., au ouais. vu de la religion. Et donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très spirituel. Je crois énormément aux énergies, tu vois, je suis quelqu'un de. Mais je suis avec tout le monde. Donc, tu Ouais, vas me voir partout, tu vois, que ce soit une mosquée quand j'étais au Maroc, que ce soit dans un temple ou dans des communautés hindoues. Je suis quelqu'un de très curieux parce qu'au fait, tu sais, même nos religions nous divisent, hein, et je suis quelqu'un qui croit en l'humain. ouais, Et donc, moi, je vais à la rencontre des gens. Et, euh, et je crois intensément au pouvoir de l'humanité. Donc, je suis quelqu'un qui embrasse les arbres, ok, j'adore la nature. ouais, Je suis une fille de l'eau, une fille de la mer. Donc, je suis la plus heureuse dans la nature.
Je disais aux gens, moi, c'est Mika en moins. Je suis quelqu'un de très simple finalement. Ouais. Mais je suis très soucieuse de... Je suis minimaliste. Je suis... Même dans mon alimentation, c'est fruits, c'est légumes, c'est... Donc, ouais, je suis très soucieuse de notre environnement, de la durabilité de ce qu'on fait, de ne pas utiliser l'eau trop, tu vois, de couper, de non, non, on coupe et on frotte et après on ouvre pour se rincer, tu vois. Je suis très soucieuse de la nature et de là où on va, parce que notre planète, elle souffre. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu referais autrement? Qu'est-ce que tu ne ferais pas? Qu'est-ce que tu garderais? Que tu retournes en Indiana si c'était à refaire à ce moment-là? Est-ce que tu choisis pas une Ivy League? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Ou peut-être tu gardes tout, hein, aussi. Je crois que si c'était à refaire, Cédric, je ne changerais absolument rien. Parce que tu sais, c'est la souffrance, la douleur, l'isolement. Ce sont toutes ces misères, hein, finalement, qui m'ont nourrie et qui m'ont... C'est tout ça qui me fait... Tu sais, quand je suis enfant, tu sais, mes tantes et ma mère, elles ont eu des filles pratiquement à quelques semaines ou quelques mois de différence. Et donc, on était toujours 5 sur les photos. 5 cousines germaines. Et très tôt, et je ne sais pas si ça va te rappeler quelque chose, Cédric, ça a été l'un des premiers en Guadeloupe où tu as un gendarme qui a tué toute sa famille. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, ça remonte. C'est vieux, c'est vieux. Oui. Ben, c'était ma cousine germaine, c'était mon oncle qui a tué sa femme, ses enfants, même celui qui était dans son berceau de 2 ans, une balle à la tête. Et j'ai connu très tôt la perte, mais tu sais, des pertes violentes. J'ai connu très tôt, tu sais, cette impression que demain n'est jamais garanti. On le dit, hein, tu vois, qu'il n'y a pas de certitude pour demain. Mais moi, j'ai vécu des pertes très, très tôt. Très, très tôt, j'ai perdu des gens que j'aimais très fort. Et puis, je vais juste pour tu vois, je commence mes études à l'université et puis je perds une autre cousine germaine qui était comme ma sœur. Là aussi, peut-être que tu t'en souviens, un transport en commun accident terrible. À Rougeole, ouais. Avec plein de morts. Et je perds. Elle était ma sœur, tu vois. Elle avait 20 ans, 19, 20 ans. Et donc, j'ai perdu, tu vois, à plusieurs étapes comme ça de mon enfance, de mon adolescence. Je rentre dans le monde adulte, je perds des gens de manière extrêmement violente. Et donc, tu sais, quand je disais courir panier saison, ça a toujours été moi, ça, parce que j'ai toujours ce sens de l'immédiateté, qu'il faut faire et je dois le faire maintenant parce que je ne sais pas pour demain. Et donc, je ne regrette absolument rien parce que ce sont toutes ces douleurs, tu sais, qui m'ont forgé. On préparait un peu à ce qui allait arriver. Absolument, absolument. Et donc, je suis quelqu'un de très sensible. Je suis sensible aux autres. Tu sais, quand je vais les gens me disent, tu sais, tu es invité dans des trucs grands wash, tu vois. Et pour les gens qui me connaissent, ils te diront, je suis quelqu'un de tellement simple. Quand on dit grand wash, tu sais, je suis même pas intéressée par le wash. Hein. Tu me verras parler, tu vois, au serveur. Tu me verras parler aux gens qui nettoient les toilettes. Tu me verras, parce que tu sais, les gens qu'on voit pas. Je suis très sensible, en fait, aux voix qu'on n'entend pas, sensible aux gens qu'on ne voit pas. Je suis sensible à l'humain dans tout ce qu'il y a de plus vulnérable. Et ça, c'est moi, tu vois. Je calcule pas, les gens te disent des fois, tu as une invitation. Kimoun, il y a combien de followers sur le... du tout. Donc, j'ai des jeunes qui me contactent et je leur dis, tu sais, si j'ai le temps, je dis, OK. Ils sont surpris, tu vois. J'avoue. Vraiment. J'avoue. Oui, tu vois. Parce que ça, c'est moi, tu vois. Quelque part, je suis... Ces gens-là sont, sans te couper, ces gens-là sont plus vrais que ceux que tu as côtoyés dans les conseils d'administration?
Ah, c'est une très belle question, Cédric. Tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose de particulier. J'ai connu des gens qui étaient exceptionnels, hein, dans leur carrière, qui ont eu des promotions et qui ont beaucoup changé ou qui sont plus les mêmes. Tu sais, le pouvoir, très souvent, change les gens. Et des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi ou Alors, qu'est-ce que est-ce que le c'est. pouvoir Ouais, change les gens ouais. ou est-ce que le pouvoir amplifie ce que les gens sont déjà au fond d'eux? Je me pose la question. Parce Ouais, qu'il y a des gens qui ont des moyens et oui, ils sont toujours généreux. oui, Est-ce que quelque part, ça change ton avis? C'est juste une question que je oui. pose. Elle est excellente ta question. Tu sais, il y a des, il y a des espaces, et je te parle en toute franchise, hein, Ouais, où moi, je rentre dans des espaces où je ne suis pas attendue parce que je suis noire, parce que je suis ouais, une femme, parce que, tu sais, ouais. et il y a pas plus tard qu'il y a 3, 4 jours, j'étais dans un espace où la femme, elle n'a pas de pouvoir. Donc, je suis dans l'espace et je comprends qu'on ne me regarde pas, qu'on ne me demande pas mon avis et que je suis la femme potiche, hein, tu sais, Ouais. voilà, je suis assise, mais c'est pareil, c'est un petit canapé comme C'est où ça. ça? C'est en Afrique du Sud, ça? Je suis au Maroc Ah oui, et tu vois, donc je d'accord. suis là, Oui, oui, les oui. gars parlent entre eux, Oui, oui, tu oui, vois, oui. parlent entre eux et tout. J'aurais pu faire cheap, j'aurais pu tourner les yeux, j'aurais pu non, tu sais, tu comprends que c'est 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 chez eux. c'est chez eux. Ouais. Et pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, euh, tout ça, c'est élastique. Quand je suis au Maroc, dans des espaces pareils, tu sais, l'élastique, il est comme ça. Ouais. Tu vois? Uh-huh. J'arrive dans un espace comme une HBCU, etc. Les gens savent qui je suis. Élastique, la calage, tu vois? Tu as plus de place. Tu sais, c'est comme, tu vois, tu es Ouais. assis, tes jambes sont ouvertes, tu vois, Ouais, tu es à l'aise. tu es à l'aise, tu vois? Ouais. Et je comprends qu'il y a des espaces où je suis supposée serrer les fesses un petit peu plus, respirer plus doucement, ne pas prendre trop de place, et que le pouvoir, c'est aussi ça. Et que quelquefois, pourquoi je te dis ça, Cédric? Puisque quelquefois, c'est tellement malléable qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, mettent des masques, sont dans la performance, dans la performativité, et qui parfois ne ressortent pas de ça. Et Ok. que des fois, il y a une attente. Je vais te dire quelque chose dans le contexte nord-américain. Beaucoup de femmes qui sont au pouvoir, ce sont des mecs, hein. Elles sont, Ouais. tu vois, elles sont dans la performance d'une sorte de masculinité, tu vois, parce qu'elles se disent que c'est l'attente qu'on a d'elles dans ces espaces-là. Et tu as beaucoup de ça, beaucoup de femmes qui, tu sais, quand tu vas dans le headquarter de Google, il faut le voir, hein, plus tu as des femmes, tu sais, qui sont au haut de l'échelle, tu vois même pas la différence dans les silhouettes, Ouais. dans le maniérisme, dans la manière dont elles parlent, etc. Parce que c'est l'attente d'une société qui est très patriarcale. Patriarcal. Donc, euh, est-ce que les gens, ils changent parce que ça amplifie ce qu'ils sont déjà? Je vais te dire, d'une perspective féminine, moi, je peux te dire que beaucoup de femmes sont dans cette performance, tu vois, de ce qu'on attend d'elles. Et tu n'as pas de place pour la vulnérabilité, tu n'as pas la place pour le Ouais. parce que tu vois, il faut que tu rentres et ça, j'ai connu ça à Howard. C'est marrant, tu sais, parce que c'est beaucoup de mecs noirs, tu vois, et tout. Ben, le sexisme, il était vraiment très fort, hein. Là aussi. Là aussi, tu vois, et faut pas qu'on s'imagine, hein, tu sais, que nos communautés, elles sont mieux, qu'on a, tu sais, on a nos tares, nous aussi. Et que quand j'allais dans des meetings, des nanans, et que je devais le mener, etc., ben, il y avait des attentes. Il y avait des attentes. Et je ne pouvais pas faillir à ces attentes-là. Et donc, ça veut dire que la personne qui vient, qui te demande et qui pleure en échec, tu vois, ben, il y a une attente que tu ne Ouais. fasses pas trop dans la compassion, tu vois, il y a certaines attentes. Et donc, c'est pas tout le monde, Cédric, qui a suffisamment de... Il faut avoir une confiance en soi forte. Il faut euh, pouvoir danser, tu vois, sur son propre rythme. Mais beaucoup de personnes n'ont pas ça.
Et beaucoup de personnes, tu sais, se disent, je veux être comme un tel ou comme un tel, ou tu vois. Et, et je ne sais pas si c'est une chance. Je n'ai jamais été cette personne-là. Donc, je sais que j'ai mon propre style, j'ai mon propre truc, tu sais, je suis moi-même. Et donc, je vais décevoir. Ouais. Je déçois, hein. Donc, quand mon doyen m'envoie faire je ne sais pas quoi, je le fais pas à sa manière, je le fais à la mienne. Ça veut dire aussi, tu vois, que finalement, euh, le, je prends jamais les choses trop au sérieux parce que c'est juste un job. Et je dis ça tout le temps aux gens, hein. Le job ne peut pas t'aimer. C'est un job, c'est un travail. Le travail ne peut pas t'aimer. C'est un travail. Le travail n'a pas de sentiments ou d'émotions, tu vois. C'est une chose. Le travail ne peut pas t'aimer en retour. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes de comprendre ça, parce que souvent on se dit qu'on n'est pas remplaçable. Bon, mais si on pas là, bah, rien avec tout. Tu vois, si on pas là, non, non. Mais aux États-Unis, il y a cette culture du irreplaceable. Oui. Tu vois, beaucoup de personnes n'ont pas de contrat. Tu arrives en retard aujourd'hui, on ne veut pas voir ta tête demain, pas qu'à retourner. Hein, il n'y a pas à tergiverser, tu vois. Donc, pour moi, je comprends également, Cédric, qu'à ce stade de ma carrière, j'ai des privilèges que je n'avais pas avant. Que je suis noire, oui, mais je ne suis plus la noire d'il y a 20 ans. Et Es-tu OK avec ça? bah écoute, je me fais encore arrêter par la police parce que voilà, tu vois la voiture que tu as, le quartier dans lequel tu roules, t'es pas supposé être là. Donc à la base, je suis toujours qu'une black, tu vois, dans ce pays-là. Mais j'ai du privilège que je n'avais pas avant, tu vois, et il faut savoir l'utiliser pour amplifier les voix de ceux qui n'ont pas ces privilèges-là. Donc, je suis très consciente de ça. Je suis consciente du fait que, tu sais, je vais te raconter quelque chose. On est à Soweto avec notre équipe exécutive du président et on a rencontré près de 1000 jeunes en Afrique du Sud. Et on est, tu sais, à la fin du séjour, on rencontre le dernier groupe. Et il y a cette petite fille, mais tu sais, elle est même pas adossée, hein, tu vois, à sa chaise. Elle est comme ça. Et je la vois et elle me dévisage, tu sais, des yeux. Et bon, on est en train de parler, non, non, on fait nos présentations, non, non, etc., etc. Et on parle pendant un bon moment. Elle est comme ça. Je sais pas si elle clignait des yeux, tu vois. Elle est complètement en train de me dévisager pendant tout le temps que je suis à la table. À la fin, il y a des photos à prendre, etc. Je la vois, elle me suit des yeux, elle me suit des yeux, elle me suit des yeux. Et quand on a terminé les photos, tu sais, officielles, je lui ai fait signe avec le doigt. Je lui ai fait viens comme ça. Mon Dieu, Timona manquait mort. Tu sais, elle regarde, elle se dit ah ouais, mais c'est bien moi. Et je lui dis de venir et elle vient et elle me prend, tu sais, et je ne sais pas ce qui se passe en elle. Hein. Et je lui fais, on prend une photo. Elle me dit, oui, 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 mais elle est toute timide. Elle me dit même rien, tu vois. Et on prend la photo. Je lui laisse, tu sais, deux petits trucs, tu vois, deux petites bricoles de l'université et tout. Et elle ne me dit rien. Tu vois, rien. Et quelque chose me dit de lui laisser ma carte, juste comme ça. Et je lui laisse, tu sais, ma petite carte de visite. Et je la lui donne. Les jours passent, tu sais, j'ai tellement de choses, donc je ne suis pas vraiment sur LinkedIn, sur les réseaux. Puis plusieurs jours passent, je me retrouve déjà à Paris et je regarde mon LinkedIn finalement et je vois que j'ai plein de messages et tout. Et je regarde et je vois cette fille, cette petite fille que j'ai rencontrée à Soweto, qui m'a laissé plein de messages, tu sais. Et elle me dit littéralement, je suis obsédée parce qu'on se ressemble tellement. Et pourquoi je te parle de cette petite fille, Cédric? Parce que ces petites filles, on les a en Guadeloupe, on les a partout.
où elles ont besoin d'un modèle, elles ont besoin d'une femme qui leur ressemble, elles ont besoin de nous voir sur les plateaux télé, elles ont besoin de nous voir sur des tables avec des présidents, avec d'autres personnes importantes. Elles ont besoin de nous voir assises, tu sais, dans la berline, tu vois. Faut dire que c'est possible. Elles ont besoin, elles ont besoin, elles ont besoin, elles ont besoin. Et quand je marche, quand je me réveille le matin, tu vois, parce qu'en séance, on a quand même changé toute la journée, tu vois, mais je sais que je me dois, moi aussi, de représenter toutes ces petites filles, tu sais, qui finalement ont besoin d'un modèle. Et les gens me disent des fois, qu'est-ce qui a été le plus douloureux pour moi l'an passé? Et je leur dis, ce qui a été douloureux pour moi l'an passé, c'est que je n'ai jamais anticipé à quel point autant de filles, petites filles noires, auraient eu tant de peine de voir que Kamala Harris n'a pas été élue présidente. Que finalement, c'est pas qu'elle ne soit pas devenue présidente, c'est tout ce que ça représentait pour elle et qu'on ne l'a pas vu venir à Howard. Et qu'il a fallu créer des cellules de crise, enfin, parce qu'on n'a pas vu venir, en fait, toute cette souffrance, on l'a pas vu venir. Et Cédric, quand je me lève le matin, je ne me réveille pas toute seule, je me réveille avec toutes ces petites filles. Elles sont là avec moi, tu vois, je me réveille avec mes ancêtres, je me réveille avec toutes celles que je n'ai pas encore rencontrées et que j'ai hâte de rencontrer, je me réveille avec... Oh là là, je suis émue. Je me réveille avec je me réveille avec toutes ces personnes, tu vois, qui n'ont pas pu sortir de la plantation, qui ont donné tellement, mais qui n'ont pas pu sortir de la plantation. Je me retrouve avec celles qui n'ont pas pu sortir de la cale du bateau négrier. Je me retrouve avec celles et ceux qui n'ont pas pu, mais qui avaient envie et qui voulaient, mais qui n'ont pas pu. Je me retrouve à marcher quand on enlevait le jarret, quand on enlevait le doigt, le pied, les orteils, tu vois, de nos aïeux qui n'ont pas pu. Et donc, il n'y a pas un jour où je ne me réveille pas et où je ne me dis pas « Ok, ça aussi c'est mon privilège » et que je me dois de courir tant que je peux courir et que je ne peux pas ne pas donner. Je ne peux pas ne pas donner, tu vois. Je suis... Et c'est pas la générosité à dessous, tu vois. C'est pas la générosité à... Tu sais... les gens qui vont te dire, tu vois, yoka l'église, yoka ba, tu vois, l'église là, tu vois, mis 500 € pour l'année là, tu vois. C'est pas ça pour moi la générosité. La générosité, elle n'est pas là. La générosité, elle est dans l'humilité de savoir que on ne peut pas ne pas faire et que je n'ai pas le droit, moi, aujourd'hui, d'être arrivée où je suis arrivée et de ne pas ouvrir des portes. Je me dois d'ouvrir des portes. Et que mon succès, il n'a aucun sens si tu le fais seul. Si je le fais seul. Et donc, le chemin que j'ai, c'est un chemin, je te dis, je marche et on marche à plusieurs. Je suis assise là, mais moi, je m'imagine, tu vois, avec nous toutes cisées là, coincées côte à côte, tu vois, parce que je porte plus que juste moi, tu vois, sur cette terre. Wow. Gladys Francis, on aurait pu faire 14 heures avec toi, mais bon, on fera un acte 2. Voilà, je l'annonce déjà. Alors, dans ce podcast, il y a un petit... Parce que moi aussi, je crois dans les énergies et j'ai créé un oracle. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. D'accord. Un oracle qui sera bientôt disponible sur les belles rencontres de Cédric Centime. Oui. Mais à la fin en attendant qu'il soit imprimé, cet oracle, je propose un petit tirage. Très bien. À mes invités. Donc, tu vas battre des cartes et tu vas tirer une carte. OK. Et nous dire quel message te vient et quel message sort et qu'est-ce qu'il te dit. Tu choisis la carte de ton choix. Ouais. Alors, je vais choisir celle-là. Bon. Ouais. OK. Et je te laisse découvrir. OK. Mystique. Ah, ouais. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Incroyable, ça. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par
miracle. C'est quand même impressionnant. Non, mais il n'y a pas eu de tour, il n'y a pas eu de trucage. C'est exactement ce dont tu nous parlais. Mystique. Ouais. Ouais. C'est incroyable. Gladys, Cédric. qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ah. Du courage, de l'amour, de la résilience. Ouais, Beaucoup de choses. beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Les gens oublient de s'aimer, de se regarder dans les yeux, de se faire des compliments. Donc, beaucoup de paix, d'amour, de sérénité. C'est bien de rester enfant. Donc, j'espère, tu peux me souhaiter de rester enfant, de ne pas perdre hein, cette gamine en moi. Et puis de rêver. Il faut continuer à faut rêver, même quand les choses sont compliquées, quand on a l'impression qu'il n'y a pas d'issue, quand on se sent coincé, bloqué, paralysé. Alors, j'ai une citation que je lis un livre ces jours-ci qui s'appelle Le hasard n'existe pas, de Schmitt. Mmh. Et ce livre m'a inspiré une citation. Elle est de Cédric, cette citation. Avec une pensée positive, Ouais. on éclaire tout un monde. Et ça m'inspire en t'entendant. Voilà. Mmh. Je te dis merci. Merci Cédric. C'était un honneur pour moi d'avoir la doyenne de Sacramento State, vice-doyenne de Howard. Vraiment. Merci. Bravo pour ce que tu es. Merci vraiment. Tu es une femme magnifique. Merci Cédric. Et c'est vrai que nous, les hommes, il y a des concepts qu'on a parfois du mal à comprendre, celui du féminisme qui s'exprime d'une certaine façon. Je crois vraiment qu'avec des femmes comme toi, on a la vraie définition de ce que c'est le féminisme. Et ça, c'est la plus belle chose qu'on peut dire parce que tu ne peux susciter qu'admiration. Et si tu suscites autre chose, c'est pas grave. Voilà. Merci Cédric. et bravo pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci de cette invitation. Merci de nous suivre sur les belles rencontres de Cédric Centime. Vous n'hésitez pas, vous commentez, c'est très important. Un commentaire en dessous. Et on se dit à très bientôt.